Bonjour, bonjour, bienvenue sur weformyou.fr. Alors, troisième partie de notre formation consacrée à la création d'un site OnePage. Donc, on avait terminé sur la vidéo précédente avec la création de notre header qui était un petit peu en forme de trapèze dans le CSS. Et puis, on avait vu qu'on avait un système en double colonne, c'est-à-dire que si jamais j'agrandissais mon écran, ou en tout cas j'avais un écran plus grand, j'aurais dans ce cas-là deux colonnes avec un slogan qui apparaît tout seul en bas à droite. Voilà, donc on continue. On avait fini la partie header, donc on va pouvoir créer une nouvelle section. Donc je vais juste séparer les choses. Donc on aura la zone d'offres maintenant. Voilà, donc dans la partie des offres, je vais avoir du coup un système en double colonne. Donc sur des grands écrans, j'aurai deux colonnes. Sur un écran téléphone portable, j'aurai qu'une seule colonne du coup, puisque les éléments vont se placer les uns en dessous des autres. Petite chose aussi, je voudrais une espèce de marge, c'est-à-dire je vois une zone blanche à gauche et à droite, donc je ne veux pas que mes offres prennent tout mon écran. Donc pour ça, je vous rappelle, il faut que je fasse un point container, et non pas un container fluide. Un container fluide prend tout l'écran, container sera avec des marges à gauche et à droite. Dans ce point container, tiens, on va faire un petit raccourci émettre, on va dire, un petit peu plus costaud. Donc pour dire que c'est dedans, je fais le symbole supérieur. Donc à l'intérieur, je veux une div class row pour créer une ligne. Donc un point row. À l'intérieur de ma ligne, je vais vouloir deux colonnes. Donc point col-12 pour les téléphones portables. Je veux des colonnes d'une largeur de 12, mais aussi point col-md, donc sur un écran moyen, je veux des colonnes de 6, donc comme ça m'en fera deux, et elles se mettront les uns à côté des autres, et du coup effectivement j'en veux deux, donc du coup je le multiplie par 2. Par contre, qu'est-ce qu'il doit multiplier par 2? C'est juste la dernière action, c'est-à-dire que c'est la colonne de 12 ou la colonne de 6. Donc ça je vais les mettre entre parenthèses, donc le point col 12 et point col md6, c'est ça que je pourrais multiplier par 2. Je me remets derrière et je fais tabulation et il me crée bien un container dans lequel j'ai une ligne, dans lequel j'ai deux éléments, soit en 12, soit en 6, selon si on est en téléphone portable ou en écran un petit peu plus grand. J'enregistre tout ça déjà. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, ah tiens, j'ai oublié que j'avais le titre aussi par-dessus. Donc par-dessus, on va faire déjà aussi un point col 12. Point col 12, et le titre prendra toute la largeur, peu importe que ce soit un téléphone portable ou un grand écran. Donc juste point col 12 va gérer tout. Je fais tabulation dans lequel du coup je pourrais faire mon petit titre, donc un H2 qui sera, pardon je l'écris en majuscule, voilà, H2 qui sera nos offres. Voilà, et j'enregistre tout ça. Voilà, du coup, on a bien notre titre ici qui prend toute la largeur de l'écran. Alors je vais essayer de réorganiser un petit peu le code que l'on voit bien. Donc j'ai une première colonne de 12 dans laquelle il y a mon titre, et ensuite j'aurai les deux autres colonnes que je suis en train de préparer. Je vais passer ici. Ok. Alors ensuite, dans mes colonnes de 12 et dans ma colonne de 12 en dessous, donc je vais avoir envie d'avoir une petite icône, puis un texte qui m'explique en fait ce que c'est. Donc pour ça, si je vais sur Bootstrap, on a dans la documentation, je vais mettre en plein écran ça qu'on voit bien, une section, un composant qui s'appelle média, les objets médias, voilà, qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour un système de forum par exemple, pour un système de commentaires. Donc on a une petite icône, à côté on aura un titre et un texte qui va se placer un petit peu sur la droite. Alors vous avez plusieurs sortes de médias, vous voyez, vous pouvez les décaler, vous pouvez aussi gérer le positionnement de l'icône, le positionnement de l'image par rapport à votre texte, donc est-ce que c'est centré, est-ce que c'est en bas de votre texte, bon, etc., etc., ça je vous laisserai lire. Et du coup, je vais prendre le premier tout simplement, hein. Donc je vais copier ce petit code là, je vais retourner dans ma colonne de 12 et je vais coller mon premier média. Je vais ranger tout mon code, CTRL A, CTRL L. Impeccable. Ensuite, je vais reprendre la page internet
qui s'est fermé. Voilà. Oups, lui, il était là. Et le site internet. Et du coup, on commence à voir un petit peu notre effet. Donc, on a pour l'instant une image qui ne marche pas en fait. Bien le titre et le texte. Très bien. Sauf que moi, je ne veux pas une photo en réalité, je voudrais plutôt une icône. Et donc les icônes, ça ne marche pas sous format d'image, donc il va falloir aller charger une librairie d'icônes pour pouvoir remplacer cette image-là par une icône. Pour ça, alors la librairie, on va dire, la plus connue en ce moment, c'est Font Awesome. Font Awesome, je cherche ça sur Google, j'arrive sur le premier lien, très bien. Ah, donc j'arrive sur la page d'accueil de Font Awesome, qui change assez régulièrement d'ailleurs, et j'ai donc un système d'icônes. Pour commencer, avant d'aller chercher les icônes, il faut aller d'abord dans le How to Use, donc comment utiliser les icônes. Donc vous avez plusieurs façons d'utiliser le Font Awesome, soit vous l'utilisez en format WebFont ou CSS, soit vous l'utilisez en format SVG et JS. Je vous conseille d'utiliser plutôt le SVG. Le SVG est assez sympa, hein. Vous pouvez travailler par la suite vos photos, ou en tout cas travailler vos icônes avec juste les contours par exemple, ou vous pouvez mettre des couleurs sur certaines parties de la photo et pas d'autres. Ça peut être sympa de travailler en SVG, et puis c'est du vectoriel, c'est-à-dire qu'on pourra agrandir notre icône sans jamais perdre de qualité, hein. C'est toujours un peu plus sympa. Donc du coup, je vais prendre la petite ligne de script ici, qui me permet de charger tout le système de Font Awesome. Donc je copie ce système-là. Je vais aller dans mon code tout en haut, donc au niveau du chargement. Alors avant même de charger, donc là ici je chargeais les polices. Moi je pourrais la charger après par exemple. Donc ici, hop, je vais rajouter un petit commentaire. Hop, hop. Ici. Et donc ça, c'est le chargement de Font Awesome. Ok. Ensuite, une fois que c'est chargé, je reprends le site. Le voilà. Je vais aller maintenant dans icônes. Et donc, au niveau des icônes, on a... il y a un système d'icônes qui est payant pour les pros, qui, vous voyez, est un peu grisé à chaque fois. Donc toutes les icônes qui sont grisées, ce sont des icônes payantes. Donc, je vous conseille quand même de filtrer sur le free. Comme ça, on n'aura que les icônes gratuites. Bon, c'est toujours quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal, hein, pour les gratuites. Et vous avez un système de recherche ici qui peut être sympa. Donc si jamais je cherche, il faut chercher des mots en anglais, hein. Si je cherche un lit, voilà, j'ai une petite icône de lit. Ici, je clique dessus. Donc ça m'explique un petit peu le fonctionnement. On voit que ça a été fait sous format vectoriel, donc je pense dans Illustrator ou des choses comme ça. Et puis surtout, on a le petit code ici, donc une balise i, une balise icône en fait, qui va nous charger cette icône ici. Donc je copie ce code-là, je retourne sur la bonne partie ici dans... Alors je vais remettre aussi le site internet que tout le monde voit. Donc à la place de la photo, à la place de l'image, je vais mettre l'icône. Je colle et j'enregistre. Et du coup, j'ai bien mon petit lit ici qui s'affiche en face de mon titre. Alors pour pouvoir ensuite travailler cette icône-ci, il est marqué sur le site internet de Font Awesome, dans How to Use, vous avez la possibilité, voilà, tout à droite, d'avoir le Basic Use. Et ça vous explique un petit peu comment il faut faire pour pouvoir styliser nos icônes. Voilà, donc par exemple ici, je vois en fait que j'ai la balise icône, et donc si je veux gérer les styles de l'icône, eh bien il faut l'entourer d'un élément parent qui lui aura le style CSS. Hein, pour vous expliquer, en fait, le principe c'est que ça, ok, ça met l'icône, mais en réalité, donc nous on a mis une balise i, et derrière ça a transformé votre icône en un SVG. Donc si j'inspecte, hop, voilà, je vois que du coup, à la place de l'icône, hein, qu'il a commenté du coup, le script qu'on a chargé tout en haut, le script JavaScript de Font Awesome, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repéré la balise i et il l'a transformé automatiquement en un SVG. Donc du coup, le SVG ici n'est pas vraiment tout de suite stylisable. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est créer un élément parent qui lui contiendra le style
et qui va agir sur l'enfant. Donc ça c'est parti, on va du coup créer à notre icône un élément parent, donc là je vais créer un span tout bêtement. Donc un span, je vous rappelle, c'est un bloc non défini qui ne saute pas de ligne. C'est un élément en ligne, donc ça ne change rien finalement à mon aperçu, mais l'intérêt c'est que je vais pouvoir maintenant le styliser. Donc je sais que c'est le span qui est dans un média, qui est, on va dire, on va même le fixer un petit peu plus, parce que si jamais j'ai d'autres icônes plus tard dans la page, donc je vais dire que ce container là, ça aura l'ID, d'ailleurs il faut que je fasse l'ID présentation, hop, avec des guillemets. Pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse présentation, l'ID présentation? Parce que j'avais défini dans la barre de navigation que si on cliquait sur le bouton présentation de la barre de navigation, on arrivait à dièse présentation, donc on cherchait l'ID présentation, et du coup il va pouvoir le trouver maintenant. Ici on a bien l'ID présentation. Alors pour l'instant ça risque de ne pas marcher encore, parce que ma page, vous voyez, il n'y a pas encore d'ascenseur à droite, du coup il ne peut pas encore descendre puisque j'ai pas encore assez de hauteur dans ma page. Donc je disais, on va styliser donc les spans qui sont maintenant dans un média qui pourrait être du coup dans l'ID présentation et pas n'importe où autre part. Donc ça c'est parti. Au niveau du CSS, donc c'est dièse présentation, on fait toujours un petit peu à l'envers. Dans le dièse présentation, on a une classe média, point média, et dans notre média, on a un span. Donc on va lui définir une propriété color pour avoir la couleur de l'icône, c'est la couleur du texte en fait, et ça va fonctionner exactement pareil qu'un texte. Donc cette couleur, alors je voudrais la mettre pile poil pareil que le jaune là-haut, mais par exemple je ne me rappelle plus. Donc du coup ce que je vais faire en fait, c'est que vous mettez une couleur n'importe laquelle, vous faites rouge. Voilà. L'intérêt c'est que vous voyez votre rouge ici, vous pouvez le styliser. Donc vous pouvez faire clic droit, inspecter. Une fois que vous avez inspecté, il faut retrouver l'élément span qui entoure, qui a le style. Je vois que le span est rouge. C'est là l'inspecteur de Chrome est vraiment intéressant, c'est que si je clique sur le petit carré rouge, j'ai un système de pipette et je peux aller pipeter le jaune de mon logo pour récupérer le code du jaune. Je fais copier ça et du coup aller l'inscrire directement dans mon code. Et voilà, quand j'enregistre, j'ai bien exactement le même jaune que ce soit sur le logo ou sur l'icône. Je vais pouvoir aussi lui mettre une certaine taille, donc un font-size, comme si j'agrandissais de la taille du texte. Donc par exemple 3 REM, donc 3 fois la taille par défaut de l'élément. Alors ensuite, ce que je voudrais faire, c'est décoller un petit peu le texte de mon icône. Donc pour ça, mon texte, il est dans un bloc qui s'appelle Media Body, donc le corps du média. Et donc ce Media Body là, je vais pouvoir, pourquoi pas, lui mettre une petite marge à gauche. Alors soit je le fais en CSS, soit je le fais directement en HTML. Il y a des classes déjà préfaites pour tout ce qui est marge à gauche, à droite, etc. Donc margin, donc c'est M, on voudrait une marge à gauche, donc ML, margin left. Et on peut faire un tiret et écrire un chiffre entre 0 et 5. Donc du coup, si je fais margin left 2 par exemple, je fais CTRL S, eh bien j'ai un petit écart maintenant entre mon icône et mon texte. Si jamais j'avais mis 4 par exemple, j'ai un écart un peu plus grand entre l'icône et le texte. Bon, je pense qu'entre les deux, ça peut être pas mal finalement. Un marge de 3, voilà, margin left à 3. Ensuite, pour pouvoir décaler un petit peu tout le bloc média par rapport au titre. Donc du coup, au niveau de ma colonne qui commence, qui a mon titre ici, col de 12, je pourrais lui mettre aussi une marge en bas, donc MB, margin bottom, de, par exemple 4. Donc ça me descend du coup mon bloc de texte. Très bien. Donc ensuite, je vais pouvoir tout simplement changer le texte à l'intérieur du H5 ici. Donc on va dire qu'on a une laiterie de qualité. Voilà. Alors tout le texte en dessous n'est pas dans un style de paragraphe, dans une balise de paragraphe, donc ça m'étonne un petit peu d'ailleurs. Moi je vais le faire dans un paragraphe, je trouve ça plus explicite. Donc je vais créer une balise P
dans lequel je vais créer un lorem. Donc lorem, c'est un faux texte, hein, et j'aurai 30 mots de lorem. Donc je tape lorem 30, je fais tabulation, et il m'écrit 30 mots, un petit peu avec du texte, du faux texte, du lorem ipsum, on appelle ça. Voilà, impeccable. Ce texte-là, par contre, ça serait bien de le justifier. Donc au niveau du paragraphe, on va lui mettre une classe qui s'appelle text-justify. Donc ça, c'est une classe de Bootstrap qui existe. Et voilà, ça me justifie un petit peu le texte. Il me reste juste du coup à copier-coller finalement toute cette partie-là. C'est-à-dire que je vais tout simplement enlever ma deuxième colonne de 12 et de 6. Je me dis que ça serait beaucoup plus rapide de copier-coller un petit peu tout ça. C'est-à-dire que si je prends ma colonne de 12 et de 6, donc qui a déjà l'icône, qui a déjà le titre, qui a déjà le texte, que je duplique toute cette partie-là, un petit peu en dessous, voilà. Du coup, quand j'enregistre tout ça, eh bien, j'ai un deuxième média qui arrive. On gérera un petit peu les marges un petit peu plus tard. Oh non, on pourrait le faire maintenant, remarque. C'est-à-dire qu'au niveau de la média, au niveau de la classe média, on pourrait lui mettre une marge. Donc je voudrais une marge en haut et en bas de tous mes médias. C'est-à-dire que du coup, je vais lui faire une marge en haut et en bas. Donc c'est MY. Marge en haut et en bas, c'est une marge sur l'axe des Y, en fait, si vous voulez. Et du coup, je vais lui dire que c'est 3. Et pareil ici, espace MY-3. Quand j'enregistre, voilà, ça m'écarte un petit peu en hauteur mes éléments. Et j'aurai juste à changer du coup l'icône et le texte. Donc pour changer l'icône, tout simplement, il va falloir aller retourner sur le font awesome dans la partie. Je vais remettre en plein écran que tout le monde voit. Voilà. Hop, hop, hop. Et je retourne dans la partie icône. Donc si je cherche par exemple, qu'est-ce que j'avais cherché? Certificat, award peut-être, award. Voilà, j'ai un petit macaron là pour les récompenses. Et du coup, je vais copier. Alors je vais copier juste le code qui m'intéresse, donc juste la classe ici, puisque l'icône et tout ça, je l'ai déjà. Je retourne dans mon code et je vais remplacer l'icône du lit. Voilà, je colle. Voilà, et du coup, on va avoir un certificat, certification de confiance, par exemple. Et donc voilà, j'ai un deuxième encart qui commence à être pas mal. Si jamais je commence à mettre en écran un petit peu plus grand, vous voyez que les deux offres se mettent cette fois-ci les unes à côté des autres, hein, puisqu'on a des colonnes de 6 sur des écrans moyens. Impeccable. Donc après, il suffit de copier-coller finalement ces éléments-là, les uns en dessous des autres. Donc je vais mettre pause pour aller un petit peu plus vite et gagner un petit peu de temps pour la vidéo, mais il suffit d'aller copier-coller ces éléments-là. Voilà, donc je viens de terminer les copier-coller. Donc tout simplement, j'ai rajouté des petites icônes qui correspondent avec les titres. Je me suis pas trop cassé la tête. Du coup, si je mets en plein écran, voilà, j'ai un truc assez sympa. Alors, petite chose, par contre, je vois qu'il y a des petits décalages au niveau de mes icônes. Vous voyez, selon que l'icône qui est peut-être un peu plus large, du coup, me décale mon texte. Pareil pour le lit, l'icône est un petit peu plus large et du coup ça fait un petit décalage sur le texte, donc ça c'est pas très joli. Donc on va corriger ça. On va aller donc dans la partie style. On avait travaillé l'icône tout à l'heure ici. Je vais pouvoir essayer. Alors, ouais, il faudrait qu'on voit un petit peu la forme de l'icône. Donc un BGC, on va faire un background color en rouge par exemple pour le voir. Voilà, donc voilà le problème ici, c'est que certaines icônes sont beaucoup plus larges que d'autres. Donc il va falloir fixer la largeur en fait tout simplement. Donc je vais lui mettre un width, par exemple de 3 REM. Donc on a 3 REM de font size de toute façon. Donc ça devrait bien fonctionner. Voilà. Par contre même avec 3 REM de font size, tiens d'ailleurs, on voit que le lit déborde. Donc on va agrandir encore. On va faire 4. Voilà. Donc si le lit prend 3 REM de font size, le width aura 4 REM de large, et du coup je vais centrer les petites icônes dans mes cadres rouges ici pour l'instant. Donc je vais faire un aligne
un texte-align, pardon. Texte-align, voilà, en center. J'enregistre ça, du coup j'ai ma petite icône qui est bien alignée dans mon bloc. Et ça a réglé un petit peu le décalage de mes textes. Et donc j'ai plus qu'à enlever finalement ma couleur rouge pour retrouver mon aspect qui m'intéressait. Alors ensuite, ce que je voulais faire, du coup, c'était que quand je passe sur les éléments des offres, eh bien, il y a une petite couleur de fond qui apparaît avec un aspect comme si on pouvait cliquer dessus. Donc pour ça, c'est du CSS. Donc au niveau du dièse présentation, on va travailler sur les classes médias, donc les points médias. Et on veut travailler sur le survol, donc 2 points over, ça ce sont les événements au survol. Et du coup, je vais lui mettre un BGC, background color, en gris, donc on va faire gray pour l'instant. Pardon, il n'y a pas le dièse. Voilà, donc là si j'enregistre, ça passe directement. Oui, donc, alors par contre c'est très rapide, et ça fait un petit peu mal aux yeux, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup, on passe dessus et tout de suite il y a la couleur grise qui arrive. Donc on va essayer déjà gérer ça un petit peu mieux. Alors déjà on va lui faire un padding. Pardon, c'est dans l'autre, c'est dans la partie. Donc on veut le padding mais sans la partie over. Donc je vais copier cette chose là, hop. Alors voilà, et donc à l'état original, donc le dièse présentation média aura un padding tout le temps. Donc un padding de, on va dire 0,5 REM, donc ça veut dire 0,5 REM en haut et en bas, puis à gauche et à droite de 1 REM. Voilà, si j'enregistre ça, donc je vois que ça bouge un tout petit peu, et l'intérêt c'est que ça me décolle un petit peu ici la partie grisée quand je survole, ça me décolle donc un petit peu en haut, à gauche et en bas mon texte. Ensuite, pour éviter d'avoir ce fond là qui apparaît d'un seul coup, qui pique un petit peu les yeux, du coup je vais agir sur les transitions. Alors les transitions, ça se passe toujours en CSS et sur l'élément qui n'est pas survolé. Donc on définit la transition quand ce n'est pas survolé. Donc on va transitionner sur tout, donc sur all, donc sur tous les éléments. On va lui donner une durée. Donc par exemple ça va durer 0,3 secondes, donc 0,3 secondes. Quand ça commence par 0, vous n'êtes pas obligé de les écrire les 0. D'ailleurs ici j'aurais pu ne pas l'écrire, donc 0,5 REM ça veut dire 0,5 REM, ou 0,3 ça veut dire 0,3 secondes. Et on veut un type d'effet, donc l'effet le plus connu on va dire, donc c'est un effet is-in-out. Donc ça veut dire que ça va commencer doucement, ça va accélérer, puis ça va se terminer doucement. Quand j'enregistre tout ça, si je passe maintenant sur mes petits carrés, je vois que cette fois-ci c'est beaucoup plus doux. Donc après à vous de gérer la durée tout simplement. Si j'avais mis 0,8, je vais voir que voilà, ça devient très très lent, et là ça devient un petit peu trop lent finalement le survol, parce que du coup vous voyez que des fois ça n'est pas encore fini d'apparaître, qu'on a déjà changé, donc 0,3 ça peut être pas mal je pense. Voilà, impeccable. Ensuite, si je veux que mon curseur change pendant que je survole, que je n'ai plus l'aspect flèche mais un aspect petit index là comme sur les liens, donc je vais mettre un curseur de point en pointer. Voilà, j'enregistre. Du coup, vous voyez, quand je passe par-dessus, j'ai l'aspect lien. On pourrait croire qu'on peut cliquer dessus. Donc après, il faudrait créer vraiment un autre lien et créer d'autres pages pour pouvoir avoir ce lien qui fonctionne. Ensuite, au niveau du gris, je vais essayer de le paramétrer. Alors, le problème, c'est que quand je fais clic droit inspecter, donc ça m'ouvre bien l'inspecteur de Chrome. On va essayer de le mettre un petit peu sur le côté. Mais forcément, le gris apparaît que quand je survole. D'accord? Donc du coup, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir voir mon carré gris ici, puisque ça n'apparaît pas tout le temps. Dans l'inspecteur de Chrome, vous pouvez filtrer sur le 2.of, donc sur le 2.over en fait. Donc je clique dessus et je dis active-moi les éléments comme s'ils étaient survolés. Donc je clique sur le over. Et du coup, je vois qu'il y a un point d'arrêt qui s'est créé sur
mon média et qui est simulé, on va dire, en tant que hover. Et donc je vois mon gris ici. Je clique dessus et je vais pouvoir tout simplement baisser un petit peu l'opacité. Voilà, on a quelque chose plutôt comme ça peut être pas mal. C'est un petit peu plus doux. Alors souvent quand on fait de la transparence, hein, on n'utilise pas de l'hexadécimal, mais on utilise plutôt du RGBA. Donc là je suis à 0.9, on va faire un chiffre rond quand même, 0.7. Voilà, et donc je vais prendre maintenant mon code RGBA, je copie, et je vais aller remplacer mon gris. J'enlève la petite point virgule qui a été en plus, j'enregistre, et du coup, si je désactive l'inspecteur, je ferme l'inspecteur, maintenant quand je survole mon élément, eh bien j'ai une petite couleur grise un petit peu plus sobre. Alors je peux même changer, je pense que 0.7 c'était pas encore, c'était encore un peu trop, on va faire 0.5, voilà, là on voit bien la différence. Ensuite, dernière petite chose, si je veux avoir des rectangles ici, des rectangles gris quand je survole qui ont des coins arrondis, et bien tout simplement donc sur le dièse présentation média, je vais rajouter une propriété CSS qui s'appelle border-radius. Voilà, et je vais lui dire qu'on est un coin arrondi par exemple sur 3 pixels. Si j'écris juste 3 pixels, ça veut dire 3 pixels sur les 4 coins. Et donc voilà, quand je passe maintenant sur mon petit rectangle, j'ai un coin arrondi qui est peut-être un petit peu plus sympa sur mes éléments. Voilà, donc la partie de nos offres est maintenant terminée. Du coup, on va pouvoir attaquer la suite. Hein. Donc je descends, je vais retourner dans la partie index. On va reprendre un petit commentaire, hop, et on va aller le mettre un petit peu plus bas pour avoir cette fois-ci la partie avis. Donc je ramène le site internet qui était fini, hein, je vous rappelle, qu'est-ce que je voulais faire, donc on a fini les offres, voilà, et donc maintenant on veut une grande photo à gauche, puis une partie un petit peu bleutée ici, dans lequel on aura voilà, le nom de la personne qui a laissé un avis, son avis, le petit guillemet, donc qui sont des icônes encore de Photoshop, donc voilà, c'est un peu de la répétition, mais ça va nous faire d'un peu de pratique. Alors c'est parti, du coup il me faut un élément qui cette fois-ci va prendre toute la page sans avoir de marge autour, donc un point container fluide. Dans cet élément là il me faut une ligne, donc un point row. Dans cet élément il me faut des colonnes, donc point col 12 pour les téléphones portables, mais un point col md 6 pour un grand écran. Ces colonnes-là, j'en veux 2, donc je le multiplie par 2 et je vais avoir des parenthèses pour répéter 2 fois juste le fait d'avoir un élément de colonne 12 ou de colonne de 6. Je me mets à la fin, je fais tabulation et il me crée tous ces éléments-là. Donc un container fluide dans lequel il y a une ligne, dans lequel j'ai une colonne soit de 12, soit de 6 et 2 fois cet élément-là. Donc déjà j'enregistre ça, voilà. Alors ensuite, ces avis-là, donc cette zone-là, en fait, doit être accessible par le menu, la barre de navigation, hein, je vous rappelle. Donc du coup, il faut lui donner un ID. Donc ID égale, et j'avais appelé ça avis, je crois. Voilà, on va aller vérifier dans la barre de navigation, tout en haut. Voilà, donc dièse avis va vers l'ID avis qui est tout en bas. Hop, voilà, et donc ça doit fonctionner. Si jamais je clique, alors je remonte tout en haut pour faire exprès. Si jamais donc j'ouvre le menu et je clique sur avis, hop, j'arrive bien tout en bas de mon écran. Bon, l'avis n'est pas encore créé, mais ça va arriver. Si je clique sur présentation, j'ai bien la zone de présentation qui, la zone des offres, pardon, qui s'affiche. Alors pour la partie avis, je vais commencer par la partie de droite en fait. Ça sera un petit peu plus simple à vous montrer puisqu'il y aura du texte. Donc j'aurai toujours une petite icône. Cette icône là je veux la styliser, donc il faut que ce soit dans un élément parent. Donc je ne vais pas m'embêter, je reprends tout un span tout en haut au niveau des médias et je le colle dans ma deuxième colonne. Voilà. L'icône de guillemets s'appelle un quote, donc fa quote, et je veux des guillemets droites, fa quote right, voilà, et donc j'ai bien les petits guillemets qui s'affichent.
Ensuite, je vais lui créer un petit titre en dessous, donc pour avoir le nom des personnes, donc un H5 par exemple. Donc ça sera Léo Dupont. Voilà, et je vais lui faire aussi un petit texte, donc un paragraphe avec un petit lorem de 15 mots, hop, et impeccable, et donc j'ai bien mon petit mot qui s'affiche. Petite chose, donc c'est bien, si je suis en grand écran, j'ai bien 2 colonnes, et le Léo Dupont arrive bien à droite, la colonne de gauche, je ne m'en suis pas encore occupé. Ça c'est très bon. Je vais pouvoir du coup styliser un petit peu tout ça, donc cette colonne, cette deuxième colonne, alors je vais faire des entrées pour que tout le monde voit. Voilà, donc on a la première colonne qui pour l'instant est vide, dont on s'occupera plus tard. Voilà, et j'ai ma deuxième colonne qui contient mon petit texte. Donc cette deuxième colonne, je vais lui donner une classe, donc un avis client. Voilà, donc ça c'est un mot que je décide moi-même, hein, c'est mon code à moi, on va dire. Et donc ça me permet de le styliser de l'autre côté. Voilà, donc en CSS, donc on va appeler le point avis client, parce que c'est la classe avis client. On va lui donner un background color, donc BGC. Alors j'avais noté une couleur quelque part, que je le retrouve. Voilà, donc c'était dièse D3 DAE4. Hop, j'enregistre tout ça. Donc voilà, j'ai une petite couleur qui commence à arriver. Ensuite, il va falloir lui donner une certaine hauteur. Donc je vais lui mettre un min 8, hauteur minimum de, on va dire 100 VH, donc 100% de la hauteur verticale de l'écran. Voilà. Alors petite chose, quand vous faites le 100 VH, nous on avait fixé du coup la barre de navigation. La barre de navigation fait à peu près 50 pixels, on va dire. Donc vous voyez que normalement, si j'étais ici, je devrais être pile poil à la fin de mon rectangle bleu. Or je n'y suis pas et j'ai encore un petit peu de marge. Donc du coup on va enlever les 50 pixels de la navbar. Donc en fait je vais faire un calcul. Donc au niveau du CSS, on va faire un calcul de 100 VH, donc 100% de la hauteur verticale, moins les 50 pixels de la barre de navigation. Voilà, si j'enregistre ça, normalement si j'arrive à être pile poil ici, voilà, si je descends, voilà, je suis tout de suite à la fin et on voit à peine le début. Donc, normalement, c'est-à-dire que j'ai un cran où j'aurai que le fond bleu en face de moi. Alors ensuite, on va styliser la petite icône des côtes, là, des guillemets. Donc on avait un span qui est dans la classe avis client, donc point avis client, et on veut le span qui est à l'intérieur. Voilà, donc on va lui mettre un font size. Alors on va faire assez gros, on va faire 5 REM, 5 fois la taille par défaut. Le voilà, on va le centrer. Donc pour ça, on va aller retourner dans l'index. On a notre span. Est-ce qu'on centrerait pas tout? Bah oui, on va tout centrer. Donc au niveau de la vie client, on va lui mettre aussi un texte-center. Voilà, comme ça nous centre tous les petits textes. Ensuite, le span en lui-même, on va lui mettre aussi une couleur, donc color. J'avais noté une autre couleur, donc on va faire dièse 17A2 B8. Hop, j'ai écrit un 3 B8, voilà. Ensuite, le petit titre qu'on va aussi styliser, donc point avis client toujours. Et c'était un H5 à l'intérieur. Et on va lui mettre une couleur. On va faire un dièse 888. Voilà, ça nous fait un petit gris. Et on va lui changer aussi la taille. Donc un font size de 2.5 REM par exemple. Hop, voilà. Et on est pas mal, C'est peut-être un petit peu gros, 2.5. On va juste 2. Ok. Alors ensuite, donc, je voudrais centrer verticalement tout ce petit texte-là. Donc au niveau de l'index, dans notre colonne de 12, colonne de 6, donc, on va lui mettre un display flex. Donc, alors je vous rappelle, deux façons de faire, soit vous marquez en HTML d-flex, soit sur la classe avis client, vous pouvez en CSS lui faire un display flex.
et aussi un justify content ou un align items, pardon. Alors là, il me fait du coup un alignement en ligne, donc il faut lui dire un flex direction, donc en colonne, flex column. Voilà, on retrouve notre aspect normal et on peut retrouver le justify content. Justify, hop, il ne m'écrit pas les bonnes choses. Donc justify content en center. Voilà, et du coup j'ai bien mon petit espace ici, enfin bien mon texte centré verticalement dans le bloc bleu. Alors ce que je pourrais faire aussi, c'est espacer un petit peu le tout. Pour ça, en fait, je vais mettre une marge au niveau du titre, donc je vais mettre une marge au-dessus et une marge en dessous. Donc du coup, sur le H5, on va faire une classe égale à, donc une marge au-dessus et en dessous, c'est un MY, un margin sur l'axe des Y, avec un chiffre, je vous rappelle, entre 0 et 5. Donc margin 4, pourquoi pas, voilà, très bien, ça m'espace. Ensuite, on va attaquer la première colonne donc, avec la photo. Donc, on va l'appeler donc avec une classe. Donc, on va faire un fond chambre, par exemple. Voilà. Et je vais aller dans les styles. Je vais le mettre avant pour que ça soit un petit peu dans l'ordre. Donc, le point fond chambre. Et je vais reprendre les codes que j'avais fait pour faire le header. Donc on avait ici le background image, voilà, tout ça je reprends, je copie et je remets dans le fond chambre. Donc le background image, cette fois-ci ça va être le fichier chambre.jpeg, et le background size cover, le background repeat no repeat, le background attachment fixe pour que le scroll fonctionne. Et du coup, ça s'appelait peut-être pas chambre. Je vais aller vérifier le nom du dossier. Dans IMG, oui, c'était chambre.jpg. Ah oui, je sais pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de contenu. Donc, il est là, en fait, notre fichier de chambre, notre image de chambre, il est là, mais en fait, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de texte. Du coup, on ne le voit pas, on n'a pas de hauteur. Donc, on va lui faire exactement pareil, un min 8. Hop. Voilà. Donc le min 8 de 100 VH moins les 50 pixels. Voilà, donc on a bien notre image et notre texte en dessous. Et donc si j'agrandis, si jamais j'agrandis en grand écran, j'ai bien les deux colonnes qui se mettent les unes à côté des autres. Donc avec 6 et 6. Ça marche bien. Ensuite, si je veux enlever l'espace blanc à gauche et à droite, donc on va réorganiser un petit peu tout ça. Hop. On va retourner dans la page index. Alors dans la page index, je vois que j'avais bien fait un container fluide et pourtant j'ai une marge blanche ici, donc on va faire clic droit inspecter. Il y a un petit souci, donc je peux refaire plusieurs fois clic droit inspecter pour me positionner un petit peu mieux dans le code. Donc là j'ai le container, mais je vois pas le container fluide, il doit être dedans. Si j'ouvre la ligne, voilà, donc là il y a une petite bêtise. Effectivement, j'ai le container fluide qui en réalité est dans le container. Le container, lui, a des marges et le container fluide, forcément, hérite de ces marges-là. Tout simplement parce que j'ai la div fermante qui se ferme un petit peu trop tôt. Donc, on va changer ça. Donc, le container fluide se termine ici et il faudrait que le container au-dessus doit être ici, normalement. Voilà. Donc, lui, on va bien le ranger. Est-ce que ça corrige un petit peu mieux? Celui-ci, qu'est-ce qui me ferme? Donc on va regarder les soulignements. Il ferme encore le container. Hop, décidément, j'avais fait des bêtises. Donc, hop, lui, il va aller là-haut. Et tout de suite, du coup, ça corrige. Du coup, on a bien nos deux colonnes qui prennent bien toute la largeur cette fois-ci. Et je vais regarder en plein écran. Si jamais c'est le cas encore, voilà, c'est très bien, parfait. Donc on a bien nos deux colonnes avec un petit effet au scroll, c'est-à-dire que l'image est fixe. Et donc on a l'impression que l'image est en train d'apparaître au fur et à mesure du scroll. Alors on va réorganiser les fenêtres, voilà. Et on va continuer tout simplement. Donc on a nos avis qui sont finis. Ok, je copie, je colle. Je vais avoir donc la zone de formulaire, le formulaire de contact. Donc, je vous rappelle ce que je voudrais faire. Je vais ramener le site qui est fini. Voilà. Donc, j'ai la partie avis qui est faite.
Et j'aurai maintenant le formulaire de contact avec des cases, l'email, l'objet et le message, et le bouton envoyer si je veux envoyer un mail. Donc du coup, c'est parti. On va avoir donc un élément qui va prendre toute la largeur de l'écran, donc un point container-fluide encore, dans lequel on aura une ligne forcément, donc point row, dans lequel encore on aura deux colonnes, même qu'une seule d'ailleurs, je crois que j'en ai fait. Je vais reprendre. Oui, je fais qu'une seule colonne d'ailleurs. Donc, point col. Alors, je connais pas encore la taille, donc on va dire que ça fait 12 de toute façon sur un téléphone portable, et que ça fait point col-md, on va dire pour l'instant que ça va faire 6, puis on adaptera si jamais ça ne plaît pas. Et ça sera bon. Une petite tabulation là-dessus. Voilà, donc j'ai mon container fluide, ma ligne et ma colonne. Ce container fluide, on va pouvoir lui donner un nom, l'id égale à, alors je me rappelle plus comment j'avais appelé ça dans la barre de navigation, on va dire c'était contact. Donc ok, donc je redescends et c'était l'id contact. Ok. Ensuite, pour créer le formulaire en lui-même, et ben Bootstrap encore. Donc, je retourne dans la documentation de Bootstrap, je vais chercher des formes, et du coup, j'arrive sur toute la page des formulaires. Et donc, on tombe sur un formulaire exemple, là, voilà, avec un email, un mot de passe, une case à cocher qui pourrait être activée, et un bouton pour envoyer. On a ensuite un petit peu plus bas plein d'autres types de boutons, donc des zones sélectionnables, des menus déroulants, des zones de texte un petit peu plus grandes, etc. Donc très bien, donc je vais prendre déjà le formulaire de base, donc je vais copier tout ça, je vais le mettre dans ma colonne de 6, on va faire un petit peu d'espace, voilà, et on va le mettre là. Ensuite je vais ranger mon code, voilà. Si je regarde ce que ça donne, du coup, j'ai bien mon petit formulaire qui commence à arriver. Cet ID contact, on va pouvoir lui mettre une image de fond. Donc, c'est parti dans le style. Donc, j'en étais ici, voilà. Donc, le dièse contact, c'est un ID, donc ça s'appelle par un dièse. On va lui donner une petite image de fond. Voilà, donc les 4 petites lignes. Je colle. Et je vais appeler la feuille, je crois que ça s'appelait champagne. Hop, donc j'ai bien l'image de champagne qui arrive. Ensuite, je vais pouvoir changer un petit peu l'aspect des cases. Alors déjà, je voudrais aussi, si vous vous rappelez de l'exemple, je reprends l'exemple, voilà. Donc en fait, j'ai mon image qui va prendre, pareil, 100% de la hauteur verticale en fait. Et à l'intérieur de mon image, j'ai un bloc plus blanc qui contiendra en fait mon formulaire. Donc on va essayer de faire ça. Donc déjà, le dièse contact, lui, doit avoir une hauteur minimum. Donc toujours pareil, 100% de la hauteur verticale, donc 100 VH, moins les 50 pixels de la barre de navigation. Voilà, donc si je fais ça, vous voyez, quand je descends déjà, si je suis au niveau de la barre de navigation, j'ai vraiment tout l'écran avec ma petite photo. Ensuite, pour que mon formulaire, lui, il y a un petit fond blanc. Donc il faut que je crée quelque chose, je crée un élément, donc j'ai ma colonne de 12 ou ma colonne de 6 du coup, qui va pouvoir avoir une petite classe encore, une classe formulaire. Formulaire contact, on va l'appeler. Hop, contact, on pourrait même simplifier avec forme contact. Voilà, donc la classe forme contact, du coup, je vais pouvoir l'appeler en CSS, donc point forme contact, et je vais lui faire un background color, donc BGC. Alors si on veut une couleur avec un petit peu de transparence, c'est du RGBA, on appelle ça, donc rouge, vert, bleu, et A, ça serait la transparence, en fait, l'opacité de notre bloc. Donc si on veut du blanc, c'est du 255,255, pardon, hop, 255. Et le dernier chiffre, ça serait la transparence. Donc la transparence, c'est un chiffre entre 0 et 1. Sachant que 1, ça ferait 100% d'opacité. Donc là, je voudrais 70% d'opacité, donc 0.7 par exemple. Et donc j'ai bien mon petit bloc blanc qui arrive.
On va pouvoir aussi décoller un petit peu, donc avoir une marge intérieure à notre zone blanche. Donc on va faire un padding. Alors je voudrais un padding peut-être un petit peu plus haut, un petit peu plus grand, pardon, en haut et en bas, et peut-être un petit peu moins grand à gauche et à droite. Donc d'abord le premier chiffre, ça serait en haut et en bas, donc 2 REM on va dire, et à gauche et à droite, ça serait 1 REM. Voilà, ça me le concentre un tout petit peu. Ensuite, le dièse contact en lui-même, on sait qu'il fait 100% de la hauteur verticale. Alors ce qu'il va falloir faire du coup, c'est que la ligne doit aligner verticalement notre bloc formulaire. Donc du coup, au niveau de la ligne, on va faire un align items-center. Voilà. Et ça ne bouge pas tout simplement parce que la ligne en elle-même, elle n'a que son contenu pour l'instant. Elle a la hauteur de son contenu, donc elle a la hauteur du formulaire. Donc il va falloir lui donner une certaine taille à cette ligne-là. Donc c'est la ligne qui est directement dans l'ID contact. Donc on pourrait faire ça au niveau du sélecteur. Donc on va faire dièse contact et on veut la classe ligne qui est à l'intérieur. Et on va lui mettre un min8 là encore. Hop, hop, hop. Voilà. Du coup, le fait de mettre la hauteur, ça nous permet d'aligner verticalement notre bloc formulaire. Et donc si je passe en plein écran, on a notre formulaire qui est ici, qui est plutôt pas mal. Alors par contre, je voudrais pas que ça me le colle tout à gauche quand on est en plein écran. Donc pour faire ça, je vais aller sur Bootstrap. Vous avez des classes qui s'appellent offset. Offset, voilà, qui vous permet en fait de passer certaines colonnes. Donc par exemple, sur cette colonne-ci par exemple, donc c'est une colonne pour un écran moyen qui fait une largeur de 4 et qui saute 4 colonnes avant. En fait, c'est le offset.md4, c'est-à-dire on passe 4 colonnes avant pour des écrans moyens. Donc je vais utiliser ça. Donc, au niveau de l'index, ma colonne de 6, on va faire un offset-md- on va passer qu'une seule colonne. Voilà. Du coup, si je repasse en plein écran, eh bien, ça va décaler un petit peu mon formulaire, parce que là, j'ai une colonne vide, finalement, une colonne qui est passée. Le formulaire en lui-même prend 6, c'est peut-être encore un peu grand. On va décaler un petit peu ça. Hop, on va faire peut-être que 5 simplement. Pardon, c'est pas la bonne fenêtre, c'était l'autre. Le voilà. Ensuite, on va pouvoir travailler le formulaire en lui-même. Donc, la zone d'email, j'en ai pas besoin. Je voudrais plutôt un objet. Il faut que j'arrête de fermer la fenêtre à chaque fois. Il faut que je la mette à droite plutôt. Voilà, exactement. Et donc email adresse. Donc ça, c'était juste email en fait. On va juste demander l'email aux gens. Voilà, donc ça me change le label. Donc c'est le titre de la case en fait. Donc le for doit correspondre, doit email. Voilà. Ensuite, c'est un type email. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que dans la case, si jamais j'écris un petit peu n'importe quoi, et que j'essaye de soumettre, il me dit non, non, ça va pas, ça ressemble pas à un email, donc il n'y a pas d'arrobase, il n'y a pas de point, etc. Donc ça, c'est une petite vérification. Ensuite, l'ID, on va le changer plutôt en name, et ce name là doit correspondre au label for, donc il faut que ça soit email aussi. Ensuite, area described, on peut l'enlever, ça ne sert pas à grand chose. Le placeholder, c'est le petit texte grisé là qui s'affiche dans notre case. Donc on va faire saisir votre email. Voilà. Et la balise small ici, c'est le petit texte d'explication ici en dessous. Donc soit vous changez le texte, soit ce que je vais faire, moi je vais complètement enlever la balise. Donc on va supprimer ça. Voilà. Ensuite, on recommence pour le mot de passe. Donc, c'est pas mot de passe, mais finalement, c'est le sujet du mail. Voilà. Ce n'est pas un type password, parce que si je laisse un type password, quand vous écrivez, ça va écrire des petits points. Donc, c'est un type texte, tout simplement. Ensuite, l'ID, je le change en name. Et le name en lui-même doit correspondre au for du label. Donc, ça, c'est le sujet.
Le placeholder, c'est le petit texte gris, donc saisir le sujet du mail. Hop, et il manque un i. Voilà, ok. Ensuite, la case à cocher qui ne me sert pas à grand chose, donc je vais l'enlever. Donc ma case à cocher commence ici. C'est tout le div form group qu'il faut enlever. Ça, je vais supprimer. À la place, je vais charger une grande zone de texte de Bootstrap, donc au niveau des formulaires, formes. On a un petit exemple de ce qu'on appelle une text area, donc une grande zone de texte. Et donc c'est le dernier exemple dans les codes, donc ce n'est que ce bout de code là, le form group avec le label, donc le titre, et la zone de texte en elle-même. Donc je prends ces 4 lignes là, je les copie, je vais retourner dans mon code et je colle tout ça. Une fois que c'est fait, j'enregistre et j'ai bien ma zone de texte qui s'est créée. On va la modifier un tout petit peu encore. Donc, l'exemple text area, ça sera le message en lui-même. Le for doit correspondre au name. Donc ça sera message. Et il faut que je change id en name. Ensuite, on a 3 lignes par défaut, mais ça, on pourrait le changer. Et le bouton en lui-même, donc il est bleu. Je le voudrais plutôt de l'autre bleu. Donc, on va faire info plutôt. Voilà, ça me change le bouton. Plutôt que submit, on va faire envoyer pour que ça reste français. La zone de message en elle-même n'a pas de placeholder. Je vais prendre, ou je vais plutôt écrire placeholder dans le text area et on aura le texte saisir votre message. Voilà, et là on est pas mal. Ok. Alors si jamais vous voulez envoyer un vrai mail par ce formulaire là, du coup donc attention, il y a quelques petits trails à respecter. Donc il faut déjà que les for des labels correspondent au name des inputs, d'accord? Donc ça, il faut que ce soit les mêmes choses. Par exemple, ici j'ai sujet et sujet, ici j'ai mail et email, donc il faut que ça corresponde, hein. Sinon ça va faire un truc bizarre dans vos messages que vous allez recevoir. Et en plus, il faut donner une action à votre formulaire. Donc le form, donc la balise ouvrante du formulaire, a une action qui va être égale à un mail to, donc tout collé mail to, 2 points, avec votre adresse mail. Donc ça serait par exemple contact @hotel.com. Si jamais vous voulez envoyer ce message là, il faut lui mettre aussi une méthode qui va être égale à post. Donc on va poster des informations. Il y a 2 méthodes sur internet, soit en get soit en post. Donc post, on envoie les informations, on va dire un petit peu en transparence. En get, par contre, on voit les informations transiter par l'URL. Donc du coup, ça ne servirait pas à grand chose de l'envoyer en get, puisqu'on verrait le message ou le sujet directement là-haut dans l'URL. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est une méthode post du coup. Et dernière action, c'est l'encryptage de votre mail. Donc l'ENC type, l'encryptage type, qui doit être en format texte /plain pour dire que donc on va envoyer un format email mais en format texte. Voilà, donc cette méthode-là, c'est un formulaire HTML, attention, ce qui fait que si jamais donc, vous saisissez les infos, vous entrez votre sujet, hop, vous entrez votre message, quand vous faites envoyer, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça vous ouvre un logiciel de mail qui va vous préparamétrer en fait votre message et vous n'aurez plus qu'à faire envoyer directement sur votre message. Le message sera déjà pré-rempli, mais il faudra quand même faire envoyer. D'accord, donc là j'ai pas de compte préparamétré sur ce compte là, donc je vais fermer tout ça, mais vous pouvez tester chez vous. Si jamais vous ne voulez pas avoir de boîte mail qui s'ouvre et que quand vous faites envoyer directement, ça envoie le message directement, là il faudra passer par du PHP pour pouvoir faire cette action là. Voilà, donc dernière action à faire sur notre site internet du coup, c'est le pied de page. Donc on va reprendre un petit commentaire, hop, on va faire la partie footer
Et donc le footer va être tout simple. Donc c'est un footer quand même, qui va être un container fluide, puisque je veux que ça prenne tout l'écran en largeur, dans lequel on va vouloir une ligne toujours, hein, donc point row, et dans lequel on va vouloir 2 colonnes, donc point col. Alors je vais pas forcément faire des colonnes de 6, on va faire des cols donc 12 déjà si c'est un téléphone portable, ça c'est obligé, et point col 4 si c'est donc col MD pardon, col MD4 si c'est un grand écran, et ces choses là on en veut 2 pour avoir 2 colonnes, donc multiplié par 2. Voilà, donc j'écris tout ce petit raccourci là, je fais tabulation et ça m'écrit donc toutes mes infos, donc le footer qui a le container fluide, etc. Dans ma première colonne, je vais pouvoir taper un petit texte, donc un paragraphe. Hop, voilà, paragraphe. Donc il y aura l'adresse et un autre paragraphe qui aura une fausse adresse, donc 15 rue machin. Hop. Ensuite, j'aurai aussi la ville. Donc, on va dire Floride, USA. Voilà. Alors, ce que j'aurais pu faire plutôt que de passer encore un paragraphe au niveau sémantique, ça serait peut-être mieux que ça soit le même paragraphe, mais qu'il y ait un BR entre les deux, donc un back return, donc un retour à la ligne directement entre les deux. Voilà, donc c'est le même paragraphe, mais on revient à la ligne. Ensuite, au niveau de la deuxième colonne, on va avoir nos icônes de réseaux sociaux. Donc, je vais aller chercher une petite icône un petit peu plus haut. Voilà, donc c'était un span qui entoure un i. Hop, je copie tout ça. Alors d'ailleurs, je vais avoir besoin des spans là pour le coup. Pas forcément, puisque ils auront le même style. En fait, je vais avoir 3 icônes de réseau social. Et ces 3 icônes là auront le même style, donc je ne suis pas obligé de les entourer d'un span à chaque fois, puisque je vais directement agir sur les 3 en même temps. Donc je copie tout ça, hop, et je vais aller les mettre là-dedans. Et par contre mes icônes doivent être un lien, donc ça doit être entouré d'une balise A. Voilà, et donc la première icône, ça serait par exemple donc http vers www.facebook.com. Ensuite, attention, si jamais je clique sur mon icône, alors d'ailleurs ça ne sera pas l'icône Coatwrite, mais ça sera sans doute Facebook, je crois que ça s'appelle. On va vérifier ça tout de suite. Non, ça n'a pas l'air de marcher, donc ça ne doit pas s'appeler Facebook. Hop, je reviens ici. Voilà, donc on va retourner dans les icônes. Je vais taper Facebook et ça s'appelait. Hop, il a bougé tout seul. Voilà, c'est celle-ci que je veux. Et c'est. Ah, attention, c'est parce que c'est un FAB et non pas un FAS. Donc c'est un FAB, hop. Donc je prends tout ça, je le mets de l'autre côté. Voilà, c'était FAS ici. Donc c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc FAB, voilà, j'enregistre. Et j'ai bien mon icône Facebook maintenant qui apparaît. Alors par contre, donc, si je clique dessus, ça va bien m'ouvrir Facebook. Mais du coup, ça me perd mon site internet. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc je reviens un cran en arrière. Si je veux l'ouvrir dans un autre onglet, du coup mon lien doit avoir une target égale à underscore blank, B-L-A-N-K. J'enregistre ça. Si maintenant je clique sur la petite icône Facebook, j'ai bien l'ouverture d'un deuxième onglet tout en haut dans mes onglets de Chrome. Donc impeccable. Ensuite, il ne me reste plus qu'à dupliquer un petit peu tout ça. Donc, alors je vais organiser un petit peu mes icônes. Voilà, donc j'ai mon lien. Et qu'on voit bien, je vais faire des rentrées. Voilà. Donc je vais maintenant dupliquer ces 3 lignes-là. Pour pouvoir avoir donc le lien, hop, on va ranger ça, le lien vers Twitter. Hop, ça doit être twitter.com. Et le lien vers YouTube.
Voilà, et donc j'ai les 3 petites icônes en bas, donc qui sont bleues pour l'instant parce que c'est la couleur des liens par défaut, et qui se retrouvent en bas parce que pour l'instant je suis dans la colonne de 12, mais si jamais je suis en grand écran, ils se retrouvent un petit peu sur la droite. Ça marche bien. Ok, donc on va essayer de centrer un petit peu tout ça déjà. Donc déjà le texte de la première colonne, c'est pareil, ça va être un texte-center. Et ma colonne d'icônes va être aussi un texte-center. Voilà. Voilà, donc ça devrait centrer du coup sur un téléphone portable. Donc là c'est très bien, c'est bien centré. Si je passe sur un grand écran, donc le texte ici est centré, les icônes ici, alors on a l'impression qu'elles sont pas centrées, mais en fait si, c'est parce que en fait j'ai fait 2 colonnes de 4. Donc du coup ça nous fait les 8 premières colonnes. Donc les icônes sont bien centrées dans la deuxième colonne de 4 si vous voulez. Donc du coup pour répartir un petit peu mieux les colonnes, ou en tout cas pour les espacer, nos 2 colonnes de 4, au niveau de notre ligne, on pourrait lui faire un justify-content, mais pas center, on va faire un around. Donc on veut que ça espace nos colonnes sur toute la ligne. Donc, si je reprends le petit site internet, voilà, on était là. Donc voilà, du coup ma deuxième colonne de 4 a été poussée un petit peu plus loin. Ensuite on pourrait faire en sorte aussi que l'adresse et les icônes soient centrées verticalement. Donc ça c'est parti. Donc un align items, align-items-center. Voilà, et du coup je repars sur le site. Voilà, donc ça me le centre verticalement. Ok, allez, ça se voit mieux sur un écran de PC par contre. Voilà, donc là ça se voit bien. Donc là on a bien notre centrage vertical qui s'est fait. Alors ensuite, ces icônes là, donc on va leur changer un petit peu la couleur, on va changer la taille, etc. Donc je retourne à la partie style. Comment attraper ces icônes là? Est-ce que de toute façon je n'ai que des liens dans le footer. Donc au niveau du footer, je vais attraper les balises A, donc les liens. Je vais leur donner déjà une couleur, color. Donc on va faire un petit peu grisé, donc un dièse 999 par exemple. Voilà, et le footer en lui-même, d'ailleurs je le voulais noir, donc footer, hop, on va faire un BGC et donc on va faire un noir un petit peu transparent par exemple, donc un RGBA de 200, non pardon, de 0,0,0 et 0.8. Voilà, donc ça me fait un espèce de gris du coup. Et l'adresse aussi, on voudrait avoir le gris, donc du coup la couleur grisée, je vais la mettre aussi un petit peu au-dessus, hop, hop, et voilà, du coup mon texte ici est grisé. Je vais peut-être aussi décoller un tout petit peu le texte, donc on va aller faire un padding, donc un padding tiré top de REM. Voilà, ça me le décolle un petit peu et on va faire le même pour un padding bottom. Voilà, on va peut-être mettre un tout petit peu moins d'ailleurs pour le bas parce qu'il y a déjà le padding du bloc de texte du paragraphe à mon avis qui est déjà là. Ensuite le footer A, donc on va lui mettre un font size aussi. C'est pour agrandir nos icônes, ça, donc de ROM par exemple. Voilà, impeccable. Quand je passe par-dessus, par contre, je vois qu'il y a le bleu qui revient et il y a une espèce de soulignement aussi qui se fait sur les icônes. Ça, c'est pas très joli. Donc, je prends mon footer A, je le copie et je le colle en dessous. Je veux travailler sur le hover, au survol. Et donc, par exemple, au survol, la couleur va devenir carrément blanche, donc dièse FFF, et je ne veux pas de soulignement, donc un texte-decoration en none. Je ne veux pas de décoration de texte. Donc du coup, si je passe maintenant sur mon icône, elle devient bien blanche et il n'y a plus de soulignement. Par contre, le blanc arrive très très vite. Donc on va faire une petite transition. Donc sur l'élément de départ, donc transition sur tout. On va faire un temps de
0,2 secondes par exemple. Donc 0,2 secondes. Et en effet, is-in-out. Voilà, donc si je passe maintenant, voilà, la couleur blanche est quand même un petit peu moins rapide et ça fait un petit peu plus sympa. Donc ensuite, pour terminer mes petits liens vers Facebook, Twitter, etc. Donc on va mettre les adresses de We4You. Donc alors la chaîne YouTube, je vais aller copier l'adresse. Oups, elle est là, voilà. Le Facebook, pareil, je vais aller copier l'adresse sur Facebook, voilà. Et le Twitter, pareil, hein, si vous voulez me suivre sur Twitter, du coup, vous connaîtrez comme ça l'adresse du compte Twitter de We4You. Voilà, et donc normalement, donc, si je clique sur le Facebook, on arrive bien, voilà, ça marche, donc avec toutes les nouvelles vidéos qui sortent au fur et à mesure du temps. Si je clique sur le Twitter, donc alors je mets les vidéos qui sortent et puis j'essaye aussi d'écrire un petit peu tout ce que je fais au fur et à mesure du temps. Donc si vous voulez être au courant des nouveautés sur le site internet, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Ensuite, si je clique sur le YouTube, ça je pense que vous connaissez la chaîne YouTube. Voilà, donc tout fonctionne, impeccable. Donc je clique, je reviens sur le site internet. Alors je regarde s'il n'y a pas trop de défauts. Ça me semble pas mal. Si je clique donc sur mon menu, sur présentation, j'arrive bien à la partie des offres. Si je clique sur les avis, j'ai bien la section avis qui s'affiche. Et si je clique sur contact, j'ai bien le formulaire de contact qui arrive. Impeccable. Alors petite chose quand même, si jamais je veux faire un truc un petit peu plus sympa, tiens, je vois qu'offre, il y a une petite faute de frappe ici, donc on va aller corriger ça. Hop. Donc au niveau des offres, voilà. Donc voilà, dernier petit truc, petit bonus. Si jamais vous voulez que votre barre de navigation, voilà, quand vous cliquez sur présentation par exemple, ça arrive aux offres, mais que ça y arrive doucement en voyant la page qui défile devant vous, et non pas vraiment très rapidement comme c'est le cas maintenant. Donc on a un petit code de JavaScript et jQuery qui est à rajouter. Donc tout en bas on a des scripts, donc on a jQuery, la librairie jQuery qui a été chargée par Bootstrap. On a la version de Popper et on a le Bootstrap.js. Alors attention, la version de jQuery qui est chargée sur le template de Bootstrap, donc celui qu'on a chargé tout au début, c'est la version Slim. Donc c'est la version, on va dire, vraiment light, et il n'y a pas tout dans cette version-là. Donc moi je vous conseille de juste enlever le .slim pour avoir le jQuery.min.js qui est vraiment la version, on va dire, complète de jQuery. Une fois que c'est fait, on va écrire donc un nouveau script en dessous de ces librairies-là. C'est très important. Il faut d'abord charger les librairies et ensuite on a accès à plusieurs outils. Voilà. Et je vais aller donc avoir un appel à jQuery, donc $fonction. Donc ça, bon, je rentre pas dans le détail, c'est juste un petit code bonus pour ceux que ça intéresse. Donc on appelle la fonction jQuery et je vais aller copier-coller tout simplement le petit code que j'ai mis de côté. Hop, voilà. On va aller reprendre ça. Donc ce code-là, je le mettrai dans la description de la vidéo et vous pourrez le télécharger sur le site We4You. D'ailleurs, comme vous pouvez aller télécharger tout le site internet fini sur la dernière page de la vidéo, donc vous pouvez tout simplement télécharger tous les fichiers de base, comme ça vous aurez tous les codes avec vous. Donc, bon, je ne rentre pas dans le détail de ce code-là, mais tout simplement, on voit que ça va repérer donc les liens qui ont des href, donc des cibles qui commencent par un dièse. D'ailleurs, je pourrais préciser que ces liens-là doivent être uniquement dans la navbar, donc dans nav, donc nav, et on veut les liens qui sont dans la navbar. Dès que je fais un clic sur l'un de ces liens-là, eh bien, on récupère l'ID
Donc on récupère l'attribut cible de cet élément cliqué. Ensuite, si l'ID est simplement un dièse, on ne fait rien du tout en fait. Ça veut dire que notre lien envoie vers une encre qui n'existe pas. Et sinon, on va dire que on va descendre, donc on va animer le HTML, on va trouver le haut de l'élément ciblé et on va descendre jusqu'à cet élément ciblé. Donc voilà, si j'enregistre ça, voilà, si je mets tout ça en plein écran, que je clique sur présentation et ça ne marche pas comme je voudrais, alors qu'est-ce qui se passe? Alors on va aller inspecter, donc je fais un clic droit dans le blanc, je fais inspecter, je vais aller voir dans la console, c'est en général ici qu'on voit les codes d'erreur de JavaScript. Donc oui, effectivement, il n'arrive pas à charger jQuery parce que j'ai juste enlevé le point slim et du coup tout le système d'intégrité ne doit plus être bon, donc c'est pas le bon lien. Hop, on va aller charger, donc je vais chercher jQuery CDN qui est le lien de chargement de jQuery, donc je clique sur jQuery CDN. Voilà, donc là on va charger la version 3 en minifié, donc c'est un fichier compressé, hein, sans les espaces, sans les entrées, sans rien du tout. Et donc je prends pas la version slim, je prends la version minifiée, je clique dessus, et donc là j'ai vraiment le code qui m'intéresse, qui charge jQuery, je copie, hop, je retourne de l'autre côté, et je vais enlever ma première petite ligne, je vais remplacer cette ligne là, donc voilà, c'est parce que le système d'intégrité, le code d'intégrité n'était sans doute pas bon. J'enregistre ça, je repars sur mon site internet, je recommence, je clique sur présentation, et vous voyez que j'ai le scroll qui arrive tout de suite. Si je clique sur avis, et ben ça me descend bien aux avis, je clique sur contact, ça me descend à contact. Alors par contre, vous voyez que ça me descend bien, mais en fait il y a toujours le problème de la barre de navigation qui prend 50 pixels de haut, et du coup en fait je suis décalé de 50 pixels à chaque fois. Donc ça on va le corriger aussi. Donc on va essayer de modifier un petit peu notre code jQuery là pour avoir nos 50 pixels d'inclus. Donc ici je calcule, enfin je vais au haut de l'élément. Donc ça je vais le couper. Hop, je vais le mettre avant dans une variable, donc var on va dire position cible, possible, qui va être égal à tout ça, mais moins les 50 pixels de la barre de navigation, moins 50, et cette position cible du coup, hop, va aller ici, voilà. Voilà, donc tout ce code là, je vous dis, je vous le mettrai dans les fichiers sources. Donc j'enregistre tout ça, je regarde en plein écran. Si je clique maintenant sur présentation, je suis presque bon. 50 pixels, c'est pas encore assez finalement. Donc on va changer, donc on va faire 70. On est presque bon, on va faire 65. Voilà, je pense que 65 on est pas mal, même s'il y a un tout petit bout de blanc, bon c'est pas très grave. Après il faudrait travailler au pixel près. Et du coup ça marche à tous les coups, on est pas mal, très bien. Et donc si je passe même sur un écran de téléphone portable, voilà, donc quelque chose plutôt comme ça. Si je clique sur les avis, j'ai bien ma petite photo qui apparaît. Hop, si je clique sur contact, j'ai bien le formulaire de contact qui apparaît. Donc impeccable, tout marche bien. Donc voilà, après bon, forcément il y a beaucoup de choses encore à travailler sur un tel site, hein. J'ai pas encore du tout travaillé tout ce qui était SEO, tout ce qui était métadonnées, j'ai pas vérifié les performances de mes photos, donc je n'ai pas compressé les photos, et donc il faudrait compresser complètement les photos pour que le chargement du site soit le plus rapide possible. Mais on a déjà le gros du travail, on va dire, qui a été fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un petit peu accéléré la fin pour pas durer trop longtemps, pour pas faire durer le plaisir trop longtemps. Je mettrai de toute façon, je vous disais, toutes les sources
de la vidéo ou des différentes vidéos sur le site internet We4Me, donc dans la description YouTube. Vous pouvez cliquer dans la description, vous aurez accès à tout, donc ça vous permettra du coup de refaire pourquoi pas le site internet, de vous corriger, et puis pourquoi pas aussi vous donner des idées pour des améliorations futures. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si jamais cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et puis à cocher la petite cloche à côté pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.